Si vous Non. nous entendez. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. A priori, oui. Hein. Alors, bienvenue dans ce webinaire, le dernier webinaire avant cette période de congés scolaires, des fêtes de fin d'année. Et j'imagine que vous, comme nous, vous les attendez avec envie. Alors, un webinaire centré sur la remobilisation des élèves en voie professionnelle avec une question clé. Comment améliorer l'engagement des élèves dans les apprentissages, comment travailler sur le climat scolaire, faire du climat scolaire, faire du développement des compétences psychosociales, un levier de remobilisation et d'engagement dans les apprentissages. C'est la question qu'on va se poser ensemble ce soir, sur laquelle on va réfléchir ensemble ce soir, et j'espère interagir ensemble. Avant de nous présenter, je vous invite vraiment, je pense que parmi vous, vous êtes nombreux maintenant à avoir l'habitude de notre mode de fonctionnement chez Synlab. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace de discussion. Je serai, entre autres, moi chargé de les relayer, de les poser à nos deux invités du jour. Alors, pour ma part, rapidement, Benoît Bécard, je suis actuellement salarié chez Synlab, directeur des relations institutionnelles et en charge en particulier des relations avec les académies. Et j'étais jusqu'au 31 août inspecteur en charge d'une circonscription du premier degré dans l'académie de Lille. Voilà, nous sommes avec Karine et Céline qui vont se présenter elles-mêmes. Je donne la parole d'abord à Karine. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Donc Karine Mallet, je suis personnelle de direction dans l'Académie de Besançon et actuellement en poste sur un lycée professionnel en tant qu'adjointe, poste que j'occupe depuis 5 ans maintenant. Voilà, et j'ai fait une petite incartade en collège sur un poste de principale durant 2 ans et j'ai une casquette au départ de conseillère principale d'éducation. Et donc Céline. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Céline Darnon, je suis professeure de psychologie sociale à l'université Clermont-Auvergne. Alors, je suis désolée, je m'entends en double, donc mais je vais essayer de faire abstraction. Donc, je fais des recherches au LabSco, Laboratoire de psychologie sociale et cognitive. Je fais aussi de l'enseignement, mais donc pour les étudiants. Et la plupart de mes recherches portent sur le fonctionnement du système éducatif, mais également la reproduction des inégalités sociales et comment, de par les valeurs qui sont promues au sein du système éducatif, on reproduit certaines formes d'inégalités, donc entre classes sociales, entre genres et autres. Voilà. Je suis très heureux donc d'être bien entouré ce soir entre Karine et Céline. Peut-être pour commencer sur ce sujet de la remobilisation, de l'engagement des jeunes en LP, Céline, tu peux nous présenter les travaux que tu mènes actuellement dans un projet de recherche? Oui, alors en fait, je participe à un projet qui s'appelle le projet Profane. C'est un projet à très grande échelle qui est réalisé dans de nombreux établissements en France et qui implique plusieurs équipes de chercheurs, pardon. Donc en gros, la demande de départ, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait fonctionner pour les élèves de lycée professionnel pour augmenter la motivation, l'implication, mais aussi développer les compétences du XXIe siècle et notamment les compétences psychosociales. Donc on est parti sur le test d'une méthode d'apprentissage coopératif. Avec la mise en place donc de séquences pédagogiques basées sur la coopération. On a donc travaillé avec des inspecteurs sur la conception de ces séquences et on a testé l'efficacité de ces séquences donc dans 3 filières de lycées professionnels, donc ASSP, MELEC et commerce. Et donc la recherche est en cours. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler des résultats puisqu'ils sont encore en cours d'analyse. Voilà, simplement je peux vous parler de cette recherche qu'on a faite, ce qu'on espère voir comme résultat et ce qu'on peut dire sur la base de la littérature qui existe déjà. Voilà, sur ce thème-là. Et donc, par exemple, sur la base de la littérature, et puis, alors sans nous dévoiler la conclusion, enfin, le bilan qui n'existe pas encore, évidemment, est-ce que il y a, selon toi, des connaissances, les travaux de recherche qui existent peut-être à l'international sur cette question? Est-ce que tu as déjà pu mettre en évidence un lien entre la collaboration des jeunes entre eux et cette question des compétences psychosociales? Est-ce qu'il y a un lien et puis peut-être aussi sur leur motivation?
Oui, c'est pour ça qu'on est parti sur l'apprentissage coopératif, en fait, parce que la littérature internationale montre que globalement, la mise en place de méthodes coopératives, alors attention, c'est pas juste travail de groupe, hein, je pourrais revenir sur cette question-là, mais la mise en place de méthodes coopératives, elle peut être vraiment intéressante dans le contexte scolaire, parce que ça va permettre de développer à la fois des compétences techniques, mais aussi voilà toutes ces compétences plus psychosociales. Donc par exemple, il y a des recherches qui ont montré que la mise en place de méthodes coopératives permettait d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des élèves. Donc c'est en gros, est-ce qu'ils se sentent capables de faire le travail qui leur est demandé, d'atteindre les objectifs fixés. Ça va aussi augmenter la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que les élèves qui ont travaillé de manière coopérative, en fait, sont amenés à se poser des questions qui ensuite les encouragent à aller chercher d'autres informations, etc. Et puis, les recherches ont aussi montré que l'apprentissage coopératif pouvait favoriser le climat de classe. Alors, dans le climat de classe, il y a plein de choses, mais il y a entre autres la manière dont on intègre l'ensemble des élèves, notamment les élèves en situation de handicap. Il y a aussi une diminution des préjugés et de la discrimination. Enfin, il y a plein d'effets comme ça collatéraux qui suggèrent qu'en fait, ça peut être un outil intéressant à mettre en place en classe, non seulement parce que ça permet de bien apprendre, mais aussi parce que ça permet de mieux vivre ensemble, quoi, globalement. Donc ces recherches, elles ont été menées principalement aux États-Unis, mais pas seulement, et au Canada. Et là, donc l'objectif du projet Profane, c'était d'implémenter l'une de ces méthodes coopératives, donc en France et dans les lycées professionnels. Pourquoi les lycées professionnels? Parce qu'a priori, c'est une filière qui est plutôt à risque de décrochage, enfin qui a été identifiée comme ça. Et donc on se dit qu'une méthode alternative peut être particulièrement intéressante pour ces élèves-là, justement, parce qu'ils ont besoin de trouver autre chose, quoi. Voilà. Céline, tu nous dis qu'il suffit pas de mettre finalement des élèves autour d'une table pour que ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce qu'il en est, et est-ce que la coopération finalement est naturelle chez n'importe quel être humain? C'est une question qui est vraiment importante parce que je pense qu'une erreur justement, ce serait de dire aux enseignants, faites travailler les élèves en groupe, c'est bien, ça marche. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, le groupe, c'est une situation où il va se produire des phénomènes à la fois positifs et négatifs. Alors, en termes positifs, il y a tout ce qui est constructivisme, etc., argumentation, tout ça, ça produit des effets positifs sur les apprentissages, par exemple. Mais il y a aussi des tas de dynamiques négatives qui se produisent en groupe. Par exemple, l'effet le plus connu identifié en psychologie sociale, c'est la paresse sociale. C'est le fait que quand on demande à des élèves de réaliser un travail collectif, en fait, pas mal de recherches ont pu mettre en évidence que les gens ne donnent pas toujours le maximum d'eux-mêmes, c'est-à-dire que plus on est nombreux, plus finalement il y a une dilution des responsabilités, et donc moins on va faire d'efforts pour aboutir à la performance. Donc cet effet de paresse sociale, c'est un vrai problème en classe, hein, parce que dès lors qu'on demande à des élèves de travailler en groupe, on risque de voir apparaître ce phénomène-là. C'est un exemple. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés à la cohésion de groupe, à la pensée de groupe, donc des choses qui se produisent en groupe qui font qu'on est plus seulement centré sur les apprentissages, mais on est aussi centré sur les relations, etc. Donc en fait, les méthodes d'apprentissage coopérative, elles sont justement, c'est du travail de groupe qui est structuré, qui est organisé pour limiter les risques d'apparition de ces phénomènes-là. Par exemple, dans les méthodes d'apprentissage coopératif, il faut qu'il y ait de l'interdépendance, ce que les chercheurs appellent l'interdépendance positive. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les élèves dépendent les uns des autres pour résoudre le problème. Donc, chaque membre du groupe est en quelque sorte une pièce du puzzle et donc est indispensable à l'atteinte de l'objectif. Parce qu'il faut aussi savoir que si on demande à des élèves de travailler en groupe sur une tâche qu'ils pourraient très bien faire tout seuls, ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'ils ne verront pas l'utilité de la coopération. Et donc, ce qui va se passer, c'est que certains vont le faire tout seuls, puis d'autres vont rien faire, quoi. Et vont ensuite reprendre la réponse de celui qui a travaillé. Donc, il faut qu'il y ait de l'interdépendance positive, c'est-à-dire vraiment que l'objectif du groupe dépende de l'atteinte de tous les individus, de tous les membres du groupe. Donc, l'interdépendance positive, mais aussi la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'il faut que la contribution de chacun soit identifiable. Ça c'est indispensable pour limiter l'effet de paresse sociale. Sinon, c'est ce qui va se produire presque mécaniquement, en fait. On met les gens en groupe, y compris des adultes très motivés, hein, ça fonctionne aussi. Les gens se relâchent un petit peu. Donc, s'il y a de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire si il y a une manière, on a organisé la tâche de manière à ce qu'on puisse identifier ce que chacun a fait dans le groupe, ça réduit vraiment de manière très significative les effets de paresse sociale. D'accord. Karine, tu veux rebondir? Oui, comment on peut accompagner pour la Karine, on a des petits problèmes de connexion. Hein. Vous avez dû remarquer que j'avais été éjecté de la salle, puis je suis revenu. Est-ce que tu m'entends? Benoît, est-ce que tu m'entends? Est-ce que je me trompe?
Céline, si je reformule tes propos en disant que finalement, en travaillant cette coopération avec toute la définition, enfin tous les éléments que tu nous as donnés, notamment l'interdépendance positive, est-ce que je me trompe en disant que à ces conditions-là, on arrive à soutenir la motivation scolaire, l'appétence et l'engagement ou la persévérance dans les tâches scolaires? Alors, je vais répondre à la question, mais juste sur l'aspect technique, en fait, je crois que Karine était en train de parler et je pense que tu l'entendais pas. On s'entend. Voilà, donc il faudra peut-être régler ce problème de connexion. Mais je vais répondre à cette question. Alors, j'aimerais pouvoir dire, grâce à l'apprentissage coopératif, on va générer tout ça et les élèves vont être heureux et tout va bien se passer. J'adorerais dire ça, mais ce que montrent les recherches, c'est quand même des résultats un peu plus un peu moins clair, on va dire. C'est-à-dire qu'on va comparer des conditions d'apprentissage coopératif à des conditions d'apprentissage individuel, par exemple, ou avec un enseignant, ou un apprentissage compétitif, et globalement, on voit une amélioration de ces choses-là en situation d'apprentissage coopératif. Mais on va jamais passer, mettons, d'une performance moyenne, j'invente complètement, mais à 5 sur 20, à une performance qui serait à 20 sur 20 pour tout le monde. Faut pas s'attendre à ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus une méthode miracle. Et en fait, globalement, dans la recherche, il n'y a aucune méthode qui est une méthode miracle. Au mieux, avec des méthodes pédagogiques adaptées, on améliore en moyenne la motivation, la persévérance, les performances, etc. Mais voilà, on peut pas dire que c'est la solution à tout. Ça, je crois que c'est important de rester assez honnête, on va dire, scientifiquement sur ces questions-là. Donc, ça produit des effets positifs. Ce qui est intéressant également, c'est que ça produit des effets positifs pour tout le monde. C'est-à-dire que personne n'est pénalisé par la mise en place de la coopération, parce que parfois on a l'impression, enfin, certains pourraient dire c'est un nivellement vers le bas, les élèves très motivés, ça va les désengager. En fait, non, il y a peu d'éléments dans la littérature qui iraient dans ce sens. Est-ce que toi, Céline, tu entends Karine qui te pose des questions ou pas? J'entends Karine qui a à nouveau essayé de me poser une question. Donc. Alors, je laisse Karine, moi je l'entends pas. Je vais servir de transition entre vous deux. Ah oui, ça va être sympathique. Moi, je me posais deux questions par rapport à ce que tu nous disais, Céline. C'est comment on peut aider les enseignants à mettre en place concrètement des pratiques coopératives en classe, parce qu'on voit bien que ça n'a pas l'air si simple que ça. Et pour rebondir sur ce que tu viens juste de dire, tu as dit que effectivement les pratiques coopératives étaient positives pour tout le monde, donc pour tous les élèves, mais est-ce qu'elles le sont aussi pour les enseignants, et est-ce qu'on a pu mesurer, ou est-ce que la littérature nous donne à voir sur ce que sur l'avantage ou la plus-value que peuvent retirer les enseignants dans leur pratique professionnelle et dans leur développement professionnel? Oui, alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus, mais si je me base sur ce qu'on a fait dans le cadre de l'étude Profane, ce qu'on a constaté, c'était vraiment des enseignants qui avaient très très envie d'en savoir plus sur les méthodes coopératives, parce que à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, faire travailler les élèves de manière coopérative, c'est pas juste les mettre en groupe autour d'une table et leur dire soyez gentils les uns avec les autres, discutez. Et le problème, c'est qu'ils ont des injonctions dans ce sens-là, les enseignants, c'est-à-dire qu'on va leur dire il faut mettre en place de la coopération, mais la plupart ne sont pas formés aux méthodes coopératives, donc ils risquent de mettre en place du travail de groupe non structuré, simplement parce qu'ils sont pas formés à ça. Et ce qu'on a constaté dans Profane, c'est que beaucoup d'enseignants en fait nous ont contactés en disant mais nous, on a vraiment envie d'être formés là-dessus, on veut des outils, on veut du matériel, on veut des séquences pédagogiques qu'on puisse mettre en place dans nos classes. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme on avait travaillé sur ces séquences pédagogiques, donc en MELEC, commerce et ASSP, puis on avait des séquences pédagogiques de maths et de français également. On a diffusé ces séquences, on les a données aux gens qui étaient intéressés, et on a eu vraiment des retours très très positifs, quoi. Les gens étaient contents en fait d'avoir du matériel et de savoir un petit peu comment organiser le travail coopératif. Donc, suite à ça, on s'est dit qu'il y avait vraiment un vrai besoin de formation là-dessus. Enfin, une vraie demande en tout cas. Alors, je ne sais pas si Karine parle. Comment mais Alors, ouais, Karine a commencé à parler, mais je te laisse la main, Benoît. Alors, elle laisse la main à Benoît. Merci Céline. Vraiment, pardon pour cette organisation. C'est la première fois que ça nous arrive. On essaie de régler en arrière-boutique le problème. Je vous ai mis dans l'espace de discussion le lien vers l'espace parcours voie d'avenir hébergé sur Être Prof, parce que justement, chez Synlab, grâce, on pourrait dire, à la crise sanitaire et le premier confinement, on s'est posé toutes ces questions-là de comment remobiliser ces jeunes qui
de fait, par la crise sanitaire, étaient éloignés encore plus des codes et des habitudes scolaires. Et on a formalisé des parcours à destination des enseignants sous un programme qui s'appelle Voix d'avenir. Et on a identifié en particulier trois champs, 3 thèmes: développer la confiance en soi, développer l'autonomie et développer la capacité à collaborer avec d'autres. On a intitulé développer le travail en équipe. Donc, je le partage maintenant parce que je trouve que ça fait vraiment écho à ce que Céline vient de nous expliquer. On a fait des choix, on n'a pas identifié toutes les compétences psychosociales, mais des études et des questionnaires qu'on a pu faire passer, il nous a semblé que cette confiance en soi, l'autonomie des jeunes et la capacité à collaborer étaient centrales et peut-être première dans ce sujet de remobilisation des jeunes en lycée professionnel. J'en profite pour vous dire comment ça fonctionne, parce que vous n'êtes pas habitué peut-être à l'espace Être Prof. Vous avez accès à toutes les ressources, il suffit de vous inscrire à cette notion de parcours. Voilà, vous mettez votre mail et vous avez accès à l'ensemble des ressources. On y reviendra tout à l'heure en fin de webinaire si vous le souhaitez. Karine, peut-être, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que Karine entend à nouveau? Ah oui, c'est bon. Ah, okay. Oui. Donc, il y a Pascal qui souhaiterait savoir si on fait une différence entre collaboration et coopération. Et est-ce que la coopération veut dire que les élèves agissent sur les choix des modalités pédagogiques? Alors, c'est 2 questions différentes. Sur la distinction entre collaboration et coopération, il y a certains auteurs qui parlent de coopération quand les élèves travaillent en parallèle, mais pas forcément ensemble, et de collaboration quand ils ont besoin d'articuler leur travail. Voilà. Mais en fait, nous, dans nos recherches, on utilise les 2 termes de manière non différenciée. Voilà. Et la deuxième question, c'était est-ce que ça veut dire que les élèves agissent sur le choix pédagogique? En fait, non. Hein. C'est-à-dire que celui qui conçoit la séquence pédagogique, c'est bien l'enseignant. C'est l'enseignant qui va construire le matériel, qui va décider des modalités d'évaluation, des modalités de travail, etc. Par contre, c'est vrai que l'enseignant, à un moment donné, il est obligé d'accepter de se mettre un petit peu en retrait, dans le sens où, par exemple, dans beaucoup de méthodes coopératives, il y a un élève qui va devoir expliquer aux autres élèves de son groupe ce qu'il a compris de sa tâche. Et donc, c'est vrai que du point de vue de l'enseignant, c'est parfois un petit peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'on sait, donc on va devoir expliquer. Et ça implique une mise en retrait qui est extrêmement intéressante parce que les élèves osent beaucoup plus se poser des questions entre eux, être dans l'interaction que si le contenu était délivré par un enseignant. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais l'enseignant reste maître de sa séquence pédagogique. Mais par contre, effectivement, pendant la séance, il va se mettre un petit peu en retrait pour laisser aux élèves la possibilité de vraiment s'exprimer. Il y a un exemple que je trouve assez parlant, mais donc lorsque l'enseignant intervient dans les groupes coopératifs, ce qui se passe généralement, notamment quand il y en a un qui doit expliquer aux autres ce qu'il a compris, et dès que l'enseignant arrive, en fait, il va s'arrêter de parler puis il va regarder l'enseignant, en fait, comme s'il y avait que l'enseignant qui pouvait délivrer ce contenu. Et donc là, ça coupe la discussion. Donc c'est pour ça que c'est important que l'enseignant sache se mettre un petit peu en retrait, qu'il réponde aux questions s'il y a des questions, hein, donc bien évidemment, mais qui laisse aux élèves la possibilité de jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans le groupe. Donc s'ils doivent rapporter du matériel, expliquer, etc., il faut qu'ils puissent le faire. On voit aussi que finalement, cette mise en place de pratiques coopératives au sein de la classe, elle repose quand même fondamentalement sur la confiance que l'on instaure dans le cadre de la relation pédagogique. Oui, alors la notion de confiance, quel que soit l'outil pédagogique, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est presque un élément de base. Et ça rejoint aussi une question que tu posais tout à l'heure. Il faut, pour qu'une séquence pédagogique coopérative puisse avoir des effets positifs, il faut effectivement que l'enseignant y croit minimalement. Mais ça, c'est le cas quelle que soit la méthode pédagogique. C'est-à-dire que si on dit à des enseignants utilisez cette méthode, mais que les enseignants sont convaincus que ça ne marche pas ou que ça ne marche pas avec leurs élèves pour telle et telle raison, etc., ils ont raison, ça ne marchera pas. Donc, je crois vraiment que plutôt que d'imposer quelque chose aux enseignants, c'est bien plus intéressant de discuter avec eux, de concevoir avec eux. Ils connaissent les élèves, ils connaissent le matériel, etc. Et donc, de manière à ce que les enseignants puissent utiliser des méthodes pédagogiques en ayant la confiance dans l'utilité de ces méthodes. D'accord, donc on est bien aussi sur un principe d'éducabilité qui est partagé par tous pour pouvoir mettre en place ce type de pratique. Oui. Que ce soit cette pratique ou d'autres, d'ailleurs, le principe d'éducabilité, il est fondamental, bien sûr. En fait, tu abordes là, alors je t'ai retrouvé, Karine. Ah, super. Tu m'as manqué.
Et je peux enfin participer à la discussion. Merci Céline d'avoir fait ce relais, de nous avoir permis de continuer. En fait, on vient d'aborder, là, on vient de basculer tranquillement vers les questions qu'on se pose régulièrement, Karine, en ce moment à deux pour ton établissement, mais également dans le cadre de ManagerEduc assez régulièrement avec les collègues. Et c'est comment, en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur, ou éventuellement en tant que formateur, ou même personnel de l'établissement en charge d'un projet, comment on peut aider un collectif d'enseignants à se poser ces questions-là, se mettre en mouvement pour s'approprier la problématique et trouver des réponses auxquelles ils croient, parce que si j'ai bien compris tes derniers mots, Céline, vraiment important que les enseignants croient en ce qu'ils s'apprêtent à mettre en œuvre avec les élèves. Est-ce que, Karine, tu veux témoigner d'expérience? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, on se pose la question chez Synlab et ManagerEduc, parce qu'on souhaite accompagner les collègues à faire émerger ces dynamiques collaboratives. On croit vraiment que ce sont les enseignants, en tant que praticiens, experts des apprentissages, qui peuvent trouver les solutions qui correspondent le mieux à la fois aux élèves qu'ils ont en classe, mais aussi à ce qu'ils sont en tant qu'enseignants. Et est-ce que c'est pas ça aussi peut-être l'un des leviers, c'est-à-dire faire collaborer les enseignants et les chefs d'établissement pour aider à trouver les réponses, les solutions pédagogiques qui favorisent la collaboration des élèves? Oui, juste pour rebondir avant que tu répondes, Céline, et pour aller dans le droit fil de ce que vient de dire Benoît, c'est comment effectivement en tant que personnel d'encadrement, on va pouvoir apporter une aide concrète à nos équipes, notamment dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, où on doit mettre en place le chef-d'œuvre, où on doit renouveler les pratiques d'accompagnement personnalisées, ou du moins les repenser, et où on voit bien que dans ces deux exemples-là particuliers, les compétences psychosociales sont largement mises en avant et c'est effectivement sur ça qu'il va falloir qu'on amène les équipes à travailler avec les élèves. Alors, ce qui me concerne, je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Ce que je peux peut-être juste dire, c'est l'effet limitation. C'est-à-dire que globalement, on sait quand même que l'imitation, c'est un moteur puissant d'influence. C'est-à-dire que globalement, les enfants se mettent à faire ce qu'ils voient les adultes faire autour d'eux. Donc, c'est vrai que si on veut promouvoir vraiment la coopération, il suffit pas de mettre en place des méthodes dans la classe, etc. Il faut que la coopération devienne vraiment une valeur de l'établissement et donc quelque chose qu'on met en œuvre à différents niveaux. Donc, c'est vrai que si les élèves voient les enseignants monter des projets coopératifs entre eux, c'est sûr que ça aura une influence sur leur propre manière de concevoir la coopération et donc de concevoir leur pairs. Donc ça, je crois que vraiment on peut se dire que, et puis c'est aussi une manière, voilà, de changer les valeurs de l'établissement, encore une fois, parce que imaginons qu'on mette en place une méthode coopérative dans un établissement qui aurait plus l'habitude de valoriser la compétition, les élèves comprendront pas ce qui se passe. Le message sera pas clair. Le message sera beaucoup plus clair si on est dans une démarche globale de coopération. En fait, ça me fait penser, Karine, à la question qui a été posée par l'un des membres de ton établissement lors de la réunion lundi. Parce que la personne, j'ai oublié le nom, mais tu l'identifieras, je pense, m'a demandé s'il fallait, de mon point de vue, informer les élèves du projet que je venais présenter. En fait, je pense qu'on a là la réponse. En fait, il vaut mieux expliciter aux élèves tout projet dans lequel les enseignants collaborent, enfin les enseignants, les adultes dans l'établissement coopèrent ou collaborent. Finalement, autant être explicite et fait. C'est ce que je comprends de ta réaction, Céline, en fait. Oui, alors la crainte, en fait, parce que j'ai revu l'enseignant. J'ai revu l'enseignante aujourd'hui parce qu'en fait, sa crainte, c'était véritablement par rapport à une stigmatisation de la classe, puisque effectivement, la proposition de projet était aussi pour répondre à une forme de problématique de la classe que l'on peut avoir sur ce type de public. Et le premier travail déjà de collaboration qu'ils ont conduit en équipe
a conduit à apaiser le climat scolaire, à résoudre certains problèmes, et elle avait une crainte, d'où sa question, que la mise en place de ce dispositif vienne réactiver certaines choses et vienne de nouveau stigmatiser cette classe dans l'ensemble du lycée professionnel. Donc moi je l'ai rassurée en lui disant que finalement il fallait aussi qu'on puisse communiquer auprès des élèves en disant que finalement c'était pas tant eux qui étaient visés par ce dispositif, mais bien l'équipe pédagogique dans une mise en place de pratiques pédagogiques entre eux pour pouvoir mieux les accompagner, eux, vers la réussite en leur proposant d'autres formes de pratiques pédagogiques dans la classe. Donc voilà, donc on a longuement échangé autour de ça pour rassurer aussi, parce que c'est jamais évident, et on le sait, quand on intervient dans le cœur du métier de l'enseignant, qui est sa pratique de classe, on sait qu'on a beaucoup de résistance, on sait qu'on a beaucoup d'inquiétude, parce que c'est quelque chose qui vient toucher au plus profond de ses valeurs, de son mode de fonctionnement et de ses représentations. Et en fait, le travail, et elle en a convenu aussi, c'est que en fait, on a nos propres représentations, même si après dans le discours, dans la façon dont on argumente, on vient un peu les casser. Il n'empêche que souvent elles sont ancrées en nous et qu'elles reviennent quand on est dans cette phase de changement qui nous met un petit peu en déséquilibre et qui nous met un peu, alors on va parler d'en danger, même si j'aime pas trop l'expression parce qu'on se met pas spécialement en danger quand on enseigne, mais en tout cas, voilà, qui vient bousculer des habitudes et que forcément à ce moment-là, les représentations que l'on peut avoir ancrées en soi viennent reprendre le dessus et peut-être bloquer cette phase de changement qui est amorcée. Pour que les collègues qui nous écoutent puissent tout comprendre, en fait, j'étais lundi donc en réunion en visio. Ah, Guénolé, on a perdu Céline. Je sais pas Céline, oui. Donc pour les collègues, je reprends. J'étais lundi donc dans l'établissement de Karine pour présenter en fait un projet porté par Synlab et Manageduc. Je l'ai dit tout à l'heure, on cherche à trouver les ressorts, les leviers, des méthodologies de travail pouvant aider les chefs d'établissement à faire émerger dans l'établissement une dynamique collaborative. On a transmis, peut-être vous l'avez vu passer, des appels à manifestation d'intérêt avec des bourses d'accompagnement sur cette question-là. En fait, l'idée est assez simple. Je pense que tout le monde a entendu parler maintenant des expériences à l'international, comme au Québec, avec les communautés d'apprentissage professionnel, mais on parle aussi de collectifs ou d'équipes apprenantes, de collaboration. Bon, tout ça est très bien, mais comme le disait un directeur d'école du Québec lors du séminaire qui s'est déroulé la semaine dernière, il n'y a pas de génération spontanée à l'émergence d'une communauté d'apprentissage professionnel ou d'une équipe apprenante, et que pour l'installer, il fallait une méthodologie assez précise. Donc on est en train d'y travailler, on est en train de finaliser chez Synlab un guide méthodologique et un dispositif d'accompagnement à destination des chefs d'établissement sur le leadership pédagogique, visant justement à essayer de trouver les ressorts pour faire émerger ces dynamiques collaboratives enseignants, mais enseignants et chefs d'établissement. C'est pas que enseignants entre eux, avec un pilotage pédagogique. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas surtout à me contacter ou à rentrer en contact avec nous par l'intermédiaire d'un collègue qui nous connaît. On recherche toujours des établissements qui accepteraient de tester avec nous cette réponse dans une dynamique collaborative. C'est-à-dire que l'idée, puisqu'on a pensé quelque chose, c'est de le mettre à l'épreuve du terrain, de voir ce qui fonctionne moins bien, ce qu'il faut aménager, et pour consolider une proposition qui serait diffusée en fin d'année scolaire à l'ensemble des chefs d'établissement intéressés par les questions et consolidée par l'expérience terrain. Donc voilà, c'est une collaboration à différents étages, collaboration entre nous et la communauté Manageduc, collaboration au sein de l'établissement et collaboration entre les jeunes de LP, avec toujours cet objectif final de soutenir l'engagement, la motivation des jeunes. Mais en fait, j'ai envie de prononcer le mot de plaisir. Pour moi, c'est important. Là, c'est vraiment une vision très personnelle, et puis j'aimerais bien, enfin, j'invite Céline et Karine à y réagir parce que ça m'intéresse d'en parler. Est-ce que le ressort, c'est finalement pas le plaisir? Je crois que c'est très important que les élèves, à tout âge d'ailleurs, et pas seulement au LP, aient plaisir à venir à l'école, dans un établissement, plaisir à apprendre, plaisir à se poser des questions, plaisir à se voir progresser, plaisir à relever des défis.
mais que important aussi que les personnels, enseignants, mais pas que, l'ensemble des adultes travaillant dans l'établissement aient plaisir à chercher, tout simplement, parce qu'enseigner, c'est compliqué. Raccrocher un élève qui est en train de décrocher tout doucement, c'est pas simple. Si c'était simple, ça se saurait. Et qu'on peut aussi trouver une forme de plaisir professionnel à être dans cette attitude de recherche de solutions avec des pairs, avec une équipe, avec un collectif qui soutient notre capacité à oser passer à l'action, oser éventuellement se tromper, parce que quand on passe à l'action, on se trompe parfois. Donc voilà, est-ce que cette notion de plaisir, comment vous la recevez, Karine, Céline, cette notion de plaisir, élève et adulte? Karine, tu veux y aller peut-être en premier? Écoute, oui, moi je pense que c'est un des ressorts les plus puissants que l'on peut apporter aux enseignants, c'est-à-dire voilà, leur montrer aussi que s'ils prennent du plaisir dans leur pratique professionnelle, et bien motiver des élèves et les engager dans les apprentissages, c'est toujours plus simple. Hein. Tu as parlé tout à l'heure, Céline, d'imitation, d'exemple. Moi, j'y suis. Je suis fermement convaincue que ça marche. Alors, ça marche pas à 100%, bien sûr. Rien ne fonctionne à 100% parce qu'on ne maîtrise pas tout dans les profils de nos élèves et dans leurs histoires, leur vécu et leurs représentations. Mais en tout cas, la notion de plaisir, c'est quelque chose que j'essaye, moi, en tant que personnel de direction, de cultiver au quotidien de mille et une façons. On parle de plaisir, mais voilà, moi, je cultive la notion d'hospitalité dans un établissement scolaire parce qu'elle est fondamentale pour créer, en fait, un environnement de plaisir au travail, que ça soit pour les personnels, mais pour les élèves aussi. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de développer. Du point de vue de la recherche, je dirais que cette idée de plaisir, souvent, ça se rapporte à un concept qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire toutes les situations où on fait quelque chose, non pas parce qu'on nous oblige à le faire, mais parce qu'on y prend du plaisir, en fait, tout simplement. Et globalement, cette motivation intrinsèque, elle est liée à des tas de choses positives, donc la créativité, l'originalité des idées, le bien-être, à court terme comme à long terme. Hein. À court terme, les gens prennent plus de plaisir à réaliser la tâche, mais aussi à long terme, c'est-à-dire qu'on se rend compte sur des grosses cohortes que plus les gens intègrent des activités qu'ils font pour des raisons intrinsèques dans leur emploi du temps, en quelque sorte, et plus c'est des gens qui se disent satisfaits de leur vie. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé, la motivation intrinsèque. Après, on est tous d'accord pour dire qu'on voudrait que nos élèves soient tous intrinsèquement motivés, mais c'est pas si simple. Et ce qui est très encourageant dans ce champ de recherche-là, c'est qu'ils ont aussi identifié des petits facteurs situationnels qui augmentent ou qui diminuent la motivation intrinsèque. Et parmi ces facteurs situationnels, donc il y a notamment tout ce qui est pression évaluative. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ce que disent ces auteurs, c'est que la motivation intrinsèque correspondrait presque à un état naturel. C'est-à-dire que les enfants naissent avec cette envie de découvrir. Voilà, ils illustrent ce propos par le fait que les enfants, c'est vrai, quand ils sont tout petits, ils sont toujours en train de toucher partout. Donc, ce serait quelque chose de presque naturel, la motivation intrinsèque. Et puis, progressivement, les enfants vont désapprendre, en fait, à faire des choses juste pour le plaisir que ça procure, notamment parce qu'on va leur interdire beaucoup de choses. Hein, touche pas à cette prise, c'est dangereux, mais aussi parce qu'on va leur dire, bah oui, tu as bien travaillé à l'école, ça fait plaisir à papa, ça fait plaisir à maman. Et bah, si tu travailles bien, tu fais bien tes devoirs, tu vas avoir des bonnes notes, etc. Et donc, petit à petit, on apprend à l'enfant à interpréter ses actions, ses comportements, par des causes externes, extrinsèques, c'est-à-dire qu'il va se dire que finalement, s'il fait ça, c'est pas juste parce que c'est intéressant, c'est parce que ça permet d'apporter quelque chose, une bonne note, faire plaisir aux parents, etc. Et c'est vrai que ça pose pas mal de questions sur globalement la manière dont fonctionne le système éducatif, parce qu'on se retrouve après avec des élèves qui, à 15-16 ans, effectivement ont besoin de l'évaluation pour travailler, ça je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, parce qu'ils ont pris cette habitude-là en fait. Et donc quand on enlève ensuite la récompense extrinsèque, bah, il y a plus cette motivation intrinsèque. Les auteurs de ce domaine parlent même de tuer la motivation intrinsèque. Hein. Donc pour ceux qui seraient intéressés sur ces aspects-là, cette théorie s'appelle la théorie de l'autodétermination. Et ils ont un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle Self-Determination Theory. Donc si vous tapez ça sur Google, vous le verrez. Et ils ont fait des recherches dans plein de domaines différents, entre autres l'école, mais pas seulement. Et ils montrent à quel point cette pression extrinsèque dans laquelle on est socialisé, en fait, nous fait perdre le plaisir de réaliser des activités juste pour le plaisir. Assez modestement, il y a 3 ans, j'avais, grâce à Synlab, passé un DU qui s'appelait Acteurs de la transition éducative. Le mémoire du DU, je l'avais centré sur le bien-être
comment le travail collectif pouvait générer un sentiment de bien-être chez les directeurs d'école. En fait, ce que j'avais pu découvrir, et puis ma question s'adresse à toi, Céline, parce que évidemment que je maîtrise tout ça beaucoup moins bien que toi. En fait, ce que j'avais découvert, c'est que le sentiment d'appartenance, dans cette théorie d'autodétermination, avec les deux autres leviers que tu décriras peut-être, jouait le rôle d'amplificateur de cette motivation intrinsèque. Pour moi, c'était une découverte. Et j'ai compris mieux ce qui avait manqué, ce que j'avais essayé de faire, ou ce qui avait fonctionné d'ailleurs. J'avais vu pourquoi ça avait mieux fonctionné chez les directeurs d'école que chez les enseignants, tout simplement parce que j'avais, par les choix que j'avais fait de mise en œuvre d'un dispositif, actionné un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort entre moi, les formateurs et les directeurs d'école qu'avec les enseignants. Est-ce que tu peux compléter, préciser peut-être, nous aider et aider les collègues à appréhender cette question du sentiment d'appartenance sur la motivation intrinsèque et confirmer ou pas ce rôle d'amplificateur que j'avais cru comprendre à l'époque? Alors oui, je confirme. En fait, pour ceux qui connaissent pas cette approche théorique, ce que disent les auteurs, c'est que pour être en bonne santé mentale, il faut que 3 besoins soient satisfaits. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'affiliation, de relation positive, on va dire. Et c'est très intéressant parce que finalement, quand on repense aux périodes de nos vies où c'était un peu plus compliqué, souvent c'est effectivement un des 3 besoins qui a été contrarié. Par exemple, quand on se retrouve à faire quelque chose pour lequel on se sent pas compétent, quand on se retrouve avec un supérieur hiérarchique qui nous impose des choses sans nous laisser de choix. Enfin, donc c'est vrai que c'est l'articulation de ces 3 besoins, elle est vraiment importante. Après, les auteurs ont plutôt travaillé sur le sentiment d'autonomie, mais effectivement, ils ont montré aussi l'importance des 2 autres besoins. Et il y a d'autres recherches, je pense notamment dans le courant de l'identité sociale, qui, eux, mettent l'accent sur justement ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est relativement individualiste, justement, où on a l'impression que chaque individu est quelqu'un d'indépendant des autres, alors qu'en fait, on a besoin de liens sociaux positifs. Et ça, c'est vraiment fondamental. Finalement, on l'a rappelé au moment du confinement parce que tout le monde était isolé et il y a eu quelques textes qui sortaient sur ce sujet-là. On a besoin les uns des autres et le sentiment d'affiliation, le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est vraiment des choses qui là aussi sont corrélées avec des mesures de bien-être, de satisfaction dans sa vie. C'est aussi corrélé avec la manière dont on est résilient face aux adversités du quotidien. Donc voilà, il y a par exemple des auteurs qui travaillent sur. Je vois qu'il y a quelqu'un qui trouve les sites au fur et à mesure, donc c'est très bien. Je vais continuer. Sur quelque chose qu'ils appellent the social cure. C'est une sorte de cure sociale. En fait, leur idée, c'est de dire que lorsqu'on est dans une situation difficile, face à certaines pathologies, face à certaines périodes de la vie difficiles, si on a la possibilité de se rattacher à des groupes d'appartenance et d'être identifié à ces groupes d'appartenance, en fait, ça va nous aider à dépasser ces difficultés. Donc, c'est tout à fait en lien avec ce que tu dis sur le sentiment d'appartenance, qui est vraiment très important et que malheureusement, on a tendance à négliger parce qu'on a cette valeur individualiste qui est parfois un peu au-dessus de tout, quoi. Pour le coup, pardon Benoît, pour le coup, ça me fait rebondir sur, pour moi, ça constitue un vrai levier pour pouvoir mobiliser les équipes, parce que finalement, on a des enseignants qui ont l'habitude de pratiquer seuls au sein de leur classe qui ont des fois un sentiment d'isolement profond par rapport à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et en fait, souvent, ils sont pas en mesure ou ils ne souhaitent pas en parler parce que ça dénoterait éventuellement une incapacité professionnelle, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie peur de parler de cette difficulté, de s'en ouvrir aux autres, éventuellement à des collègues de travail, à l'équipe pédagogique, pour trouver ensemble des solutions. Ce qu'on essaye finalement de créer dans le programme Voix d'avenir, hein, c'est véritablement ça. Et je pense que de créer ce sentiment d'appartenance, ne serait-ce qu'à une équipe pédagogique, permettrait de lever des fois ce sentiment d'isolement face à la difficulté professionnelle que l'on peut rencontrer à des moments, qu'on peut tous rencontrer à des moments de nos carrières, et qui permettrait effectivement de la dépasser pour pouvoir avancer et gagner en compétences. Oui, j'allais réagir sur le même sujet, Karine, et c'est assez souvent le cas à deux. En fait, pour dire que toutes les études internationales parlent pour le système français du sentiment d'isolement de tous les personnels, que ce soit enseignants et personnels d'encadrement, et après de manière beaucoup plus terre à terre, ma pratique d'inspecteur, en fait, c'est ce qui m'a marqué en devenant inspecteur d'ailleurs, c'est de voir à quel point j'observais, voire j'entendais des gens, des personnes
exprimer l'isolement dans lequel ils se trouvaient professionnellement, hein, pas personnellement, professionnellement, que ce soit des enseignants, des directeurs d'école en particulier pour moi qui étaient du premier degré, mais également des membres des réseaux d'aide, dits RASED. Et c'est vrai que alors c'est pour ça, à titre personnel, j'étais très engagé dans le travail collectif. C'est aussi pour cette raison-là que je m'imagine qu'on essaie d'y travailler, qu'on se pose ces questions. Mais on le voit bien, enfin je le vois en ce moment, puisque depuis 3 semaines, j'ai beaucoup de rendez-vous avec de nombreux proviseurs, et puis avec parfois des équipes comme chez toi, Karine, lundi. On voit bien que c'est à la fois une attente, l'envie de travailler ensemble, de ne pas être seul face au problème de la remobilisation des jeunes, par exemple. Et en même temps, une difficulté, ça fait peur. Est-ce que c'est parce que dans l'institution, on a quand même fréquemment cette vision des réunions où on perd son temps globalement et on a d'autres choses à faire que de se mettre autour d'une table pour écouter la bonne parole. J'y vais vraiment dans la caricature là, vous me pardonnerez. Et enfin, il y a quand même un petit peu de ça, hein, si on est honnête entre nous. Et c'est pas simple. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, Céline, à propos des élèves. C'est pas simple de collaborer quand on est élève. Je pense que c'est pas simple de collaborer quand on est adulte, enseignant, chef d'établissement, inspecteur, CPE, etc. Il y a une appréhension à dépasser, il me semble. Est-ce que Céline ou Karine, vous avez des petites astuces, des conseils pour permettre de franchir ce premier obstacle que serait l'appréhension de travailler ensemble? Karine, peut-être? Grande question, je sais pas, l'appréhension de travailler ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite ou miracle, malheureusement. C'est peut-être aussi dans la connaissance que on peut avoir des personnes avec qui on travaille, qui nous permettent de trouver finalement les ressorts ou les leviers qui vont faciliter ce travail ensemble. Alors ça peut être tout bêtement, je parlais d'hospitalité tout à l'heure, bon c'est un vrai ressort chez moi et puis c'est une vraie culture, c'est tout simplement apporter les petits gâteaux, créer des conditions peut-être plus conviviales, réaménager une salle de travail qui pourra peut-être être une salle beaucoup plus agréable. C'est essayer de jouer sur ces ressorts-là qui permettraient en fait encore une fois de recréer un peu de confiance et de convivialité. Après, je pense qu'un des ressorts les plus celui qui fonctionne le mieux, en tout cas pour moi celui que j'ai expérimenté à de nombreuses reprises, c'est la transparence dans l'action et dans la communication. C'est-à-dire qu'on met véritablement tout le monde sur un pied d'égalité et on vient travailler côte à côte, que l'on soit personnel de direction, que l'on soit inspecteur, que l'on soit enseignant, CPE, pour pouvoir essayer de trouver une base commune. Oui, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur la question de la hiérarchie, c'est-à-dire que ce qui fait qu'un groupe coopératif fonctionne bien, c'est que chacun a sa place et que justement chacun a droit à la parole. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui sait plus que les autres en fait. Et ça, c'est important de pouvoir le maintenir dans un groupe coopératif pour que tout le monde y trouve son compte et puis pour que ça découle sur des effets positifs. Mais alors, question très concrète, est-ce que le chef d'établissement doit être dans ce groupe d'enseignants, dans un établissement? Ça dépend de la posture qu'il adopte. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler avec un chef d'établissement qui n'est pas sans arrêt en train de nous rappeler que c'est lui qui va décider. Enfin, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a plein de chefs d'établissement qui seront très, très contents et très à l'aise pour faire ça. Par contre, je suis d'accord avec ce que disait Karine, c'est-à-dire que il faut pas que ce soit une injonction, encore une fois. Il faut plutôt créer un contexte qui permette de favoriser des échanges constructifs. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, les enseignants se disent, bah tiens, voilà, je pensais à ça. Bah oui, on pourrait se mettre ensemble, on pourrait faire une journée, je ne sais quoi, dans l'établissement, et que ça vienne des enseignants. Parce que c'est vrai que si c'est une injonction du chef d'établissement, ça risque de pas fonctionner. Entre autres parce que le besoin d'autonomie sera pas respecté. Ouais. Juste, ça me permet de rebondir. Tout à l'heure, tu parlais de responsabilité individuelle au sein du groupe coopératif. Il y a Pascal qui posait la question de savoir si la coopération était évaluable et si elle devait être évaluée. Et puisqu'on parle de responsabilité individuelle, donc est-ce qu'il y a un caractère d'évaluation qui peut être mis en place dans ce cadre-là? Oui, alors pour qu'il y ait de la responsabilité individuelle, il faut que la contribution de chacun soit identifiable. Et il y en a certains qui vont gérer ça en disant on va faire une évaluation individuelle à la fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir du travail de groupe, il va y avoir une production de groupe, mais à la fin, il y a une évaluation individuelle qui porte sur l'ensemble des connaissances et donc qui donnera lieu à une note individuelle, par exemple.
Donc, c'est vrai que c'est une des manières de garantir la responsabilité individuelle au sein du groupe, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi d'autres manières. Par exemple, en divisant les ressources, ou divisant le matériel, ou en divisant les rôles dans le groupe. Donc, typiquement, dans la méthode des classes puzzle, par exemple, on va donner une partie du matériel à l'un des membres du groupe, une autre partie au deuxième, une partie au troisième. Ensuite, les élèves vont travailler d'abord individuellement. Après, il va y avoir ce qu'on appelle des groupes d'experts, c'est-à-dire que les personnes qui ont travaillé sur, mettons, la première partie vont se retrouver entre elles pour voilà, devenir expertes. Il y a vraiment cette idée-là, même si c'est une expertise qui n'est pas du tout statutaire. Hein. Et donc, ensuite, ces personnes vont retourner dans le groupe pour expliquer ce qu'elles ont appris. Je crois que je vous ai perdu. Non, tu es toujours là. Tout va bien. Alors, je continue. Donc, après, ces personnes vont aller dans le groupe pour expliquer ce qu'elles ont appris pendant les 2 premières phases. Voilà. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais parce que voilà, c'est une autre manière de garantir la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que si la première partie n'est pas abordée dans le groupe, ben voilà, on saura qui n'a pas fait son travail. Donc, l'évaluation. On peut avoir recours à l'évaluation pour limiter la paresse sociale, mais c'est pas la seule manière de le faire. D'accord. Non, c'est intéressant parce que ça permet aussi de montrer concrètement aux enseignants quel type de pratiques ils peuvent mettre en place, tout en conservant effectivement cette injonction que l'on a d'évaluer et puis éventuellement même de noter et de voir quelle place peut prendre l'évaluation formative dans un processus plus certificatif au final. Du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que dans le cadre de la recherche profane, vous aviez mis à disposition des éléments, des outils à disposition des enseignants pour pouvoir mettre en place des pratiques coopératives. Où est-ce qu'on peut éventuellement avoir ce genre de choses? Est-ce que c'est toujours disponible ou Alors, c'est pas des choses qui sont disponibles en ligne, en fait. On est passé par le réseau Profane, c'est-à-dire que dans chaque établissement, on avait un référent établissement et on avait des enseignants qui étaient engagés dans le dispositif, donc voilà, et qui ensuite ont transmis à l'ensemble de leurs collègues. Après, je peux vous donner le contact qui vous permettra d'avoir les ressources pédagogiques. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, on est en train d'analyser les données et c'est vrai qu'après, l'idée, ça serait vraiment de diffuser ces résultats et de diffuser aussi les outils. Ouais. D'accord. Ouais, c'était la question que je te posais, c'était savoir si effectivement, à plus long terme, c'est quelque chose qui pourrait être public de façon à ce qu'on puisse s'en emparer. Alors pourquoi pas dans le cadre effectivement de formation à établissement, parce qu'il y a aussi cette question de comment on forme les enseignants à ces pratiques-là. Et est-ce que d'après toi, la formation classique, telle qu'on peut l'entendre, suffit à amener des compétences stables et des capacités stables pour les enseignants dans ce cadre-là? Oui, c'est faisable. Après, c'est comme toutes les formations, c'est-à-dire que pendant notre formation d'enseignant, on va entendre tout un tas de choses qu'on trouve très intéressantes. Et puis après, voilà, on est confronté à la pratique, on réactive pas forcément les connaissances, donc c'est pas forcément des choses qui sont durables. Voilà. Après, il y a formation et formation, c'est-à-dire que suivre une formation, ça a des limites. Hein. Même si on trouve quelque chose de très intéressant, ça va pas forcément se traduire en pratique après. À l'inverse, sur l'apprentissage coopératif, je suis désolée, j'ai à nouveau donc sur l'apprentissage coopératif, c'est beaucoup plus efficace, par exemple, de faire une formation, mais qui serait pas une formation linéaire, quoi, d'engager les enseignants dans un travail coopératif, de guider ce travail coopératif. Par exemple, la classe puzzle, on peut très bien les faire travailler sur des méthodes coopératives en utilisant la classe puzzle. Ce sera beaucoup plus efficace que de leur faire un cours linéaire en expliquant les avantages et inconvénients, le déroulé, etc. C'est un petit peu le principe qui est le nôtre dans la proposition qu'on est en train de faire aux établissements avec notre appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire on inscrit un collectif dans une dynamique de formation, mais par l'action, c'est-à-dire avec en mode itératif des choses testées en classe par les enseignants, choisies par les enseignants pour que justement ils puissent se sentir suffisamment autonomes au moment du choix, que rien ne soit imposé en équipe, individuellement, en binôme, en trinôme, enfin, quelle que soit la manière dont ils auraient choisi de travailler, qu'ils puissent choisir
des modalités pédagogiques à essayer en classe, de les regarder ensemble. Alors dans l'idéal en étant plusieurs dans la classe, hein, mais à minima en rassemblant de la matière, en les posant sur une table et en regardant cette matière à plusieurs et en enclenchant plusieurs boucles de mise en pratique finalement, avec des allers-retours vers des apports soit théoriques issus de la recherche, soit des choses qui ont été faites ailleurs par d'autres enseignants dans d'autres établissements qui auraient été documentées, comme par exemple la classe puzzle qui est maintenant quand même assez bien documenté, pas très connu encore dans les établissements, mais assez bien documenté. Donc c'est l'idée, on pense que c'est le meilleur moyen sur des questions aussi complexes que le développement des compétences psychosociales et la remotivation des jeunes, que de travailler par des modalités de recherche-action. Réfléchir ensemble, concevoir ensemble, faire des choix, tester, revenir, analyser, et enclencher plusieurs boucles au sein d'un collectif. Finalement, c'est une sorte de transposition de ce qu'on dit de l'apprentissage des élèves, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que les élèves apprennent mieux s'ils sont actifs dans leurs apprentissages, s'ils sont engagés, si on maintient leur sentiment d'autonomie, si on leur permet de faire des choix, voilà. Mais en fait, les adultes fonctionnent aussi comme ça. Hein. Je vois qu'il est 18h53, je sais pas, on n'a plus trop de questions depuis quelques minutes. Est-ce que si vous avez envie de poser une question, c'est peut-être le moment pour qu'on puisse répondre à une ou deux questions avant de clore le webinaire, en attendant que les collègues rédigent leurs questions éventuellement. Karine ou Céline, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour clore peut-être? Céline? Bah, peut-être simplement, voilà, je serais ravie de venir vous présenter les résultats de Profane dès qu'ils seront un peu plus connus. Notamment, j'ai pas parlé d'un truc, mais on a pris plusieurs mesures dans Profane. Donc, on a fait passer des questionnaires aux élèves pour mesurer leur motivation, leur intérêt, ce qu'ils pensaient de leurs propres compétences psychosociales. Mais on a aussi utilisé un outil qu'on a appelé la boîte à outils, justement. En fait, c'était en ligne. C'était des petits exercices où, par exemple, ils doivent travailler en groupe sur un problème à résoudre ou des choses comme ça. Et on étudie, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point la mise en place des séquences pédagogiques coopératives va affecter leur manière d'interagir par la suite avec d'autres élèves sur ce type de petits exercices. Donc voilà, je serais ravie de revenir dans quelques temps quand on aura les résultats là-dessus pour vous dire ce qu'il en est. Oui, en tout cas, enfin moi, je sais que je serais très très curieuse effectivement d'avoir les résultats finaux de cette étude parce que là, ça a été effectivement fait dans un contexte de lycée professionnel, mais je suis persuadée que ce sont des résultats qu'on va pouvoir effectivement étendre et élargir à tout niveau, que ça soit au collège, parce que Dieu sait qu'au collège, on a aussi de grandes difficultés parfois à mobiliser et à accrocher les jeunes dans les apprentissages, alors que c'était peut-être pas forcément le cas en primaire. Donc, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui, dans la transition entre le primaire et le collège, a fait que on a perdu une partie de cette motivation, de cette mobilisation pour les apprentissages. Alors, tu en as donné quelques arguments tout à l'heure de pourquoi éventuellement, parce qu'on passe aussi sur de la notation, de cette question de en fait finalement on travaille pourquoi, pour qui, et donc et pas forcément pour se faire plaisir et de cultiver ce plaisir de la connaissance. Donc oui, je pense que les résultats vont être très très attendus. Je confirme. Je confirme. Moi, je voulais, en mot de la fin, vous remercier toutes les deux pour ce webinaire. C'était un moment plaisant pour moi, en tout cas, de partager des idées et de vous écouter. Vous dire qu'on n'a évidemment pas été exhaustif. Il y avait des tas de sujets, je pense notamment parce que je sais que Céline, tu y as travaillé aussi. Là, c'est la déconstruction des croyances sur l'intelligence et le rôle des représentations que l'on a sur notre propre fonctionnement intellectuel. Ça, je crois que ça joue un rôle très très important aussi dans la remobilisation des jeunes, ou en tout cas l'éloignement des jeunes des apprentissages scolaires. Bon, on l'a pas évoqué durant ce webinaire, je le mentionne parce qu'on l'a intégré dans les parcours être prof voie d'avenir, et parce que je sais que Céline y est très sensible, et Karine aussi. Pour partager régulièrement avec elle. Un grand merci à toutes les deux.
Attends, Benoît, avant qu'on clôture, nous avons une question sur la pratique. Est-ce que la pratique coopérative n'est pas difficile à mettre en place lorsque certains élèves ont très peu de compétences dans le domaine travaillé et une conscience vive de leur incapacité? Oui, alors si, c'est difficile à mettre en place, mais c'est tout à fait possible, notamment la méthode dont je parlais tout à l'heure des classes puzzle. Il y a justement cette étape de groupe d'experts qui permet à chaque élève finalement de se former sur la dimension dont il va être responsable. Et cette étape, elle est particulièrement importante quand on a affaire à des élèves qui ont des difficultés. Parce que s'ils passent directement du travail individuel à l'explication au reste du groupe, ils vont pas y arriver. Donc la phase d'expert, elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec d'autres élèves qui ont travaillé sur le même texte qu'eux ou sur le même matériel. Et donc ça leur permettra en fait de mieux comprendre leur partie du matériel avant de l'exposer aux autres. Et vous dire Oui, que c'est vraiment travailler sur leur sentiment de capacité. ouais, Dans en un fait, premier temps. on génère beaucoup d'interdépendances positives pour avoir testé la classe puzzle en tant que professeur des écoles, donc dans le premier degré et au cycle 2, ça fonctionne. Bon, pour être honnête, c'est un petit peu chronophage, mais ça fonctionne. On génère vraiment beaucoup d'interdépendances positives entre les élèves et les groupes. D'accord. Un des collègues souhaitait savoir quelles académies ont participé finalement à l'expérimentation profane. Est-ce que c'est généralisé sur le Alors territoire français? c'est dans toute la France. J'ai pas la liste des académies, mais il y en a un petit peu partout. D'accord. Hein, puisque il me semble 109 lycées professionnels, c'est ça, Céline? Oui, près de 4000 élèves, en gros, à peu près, quoi. Très bien, merci. Eh bien, on n'a plus qu'à se dire bonsoir, je crois, Céline, Karine, bonsoir à tous les collègues. Bonsoir à tous. D'avance, joyeuses fêtes de fin d'année. Mhm. Et reposez-vous, Je vous ai perdu. J'entends plus. prenez soin de vous. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et puis profitez-en pour vous reposer surtout. Je sais pas,